On s'allonge sur un divan et l'on parle. Tadam! Vous avez touché des personnages assez célèbres. De la famille Hallyday, il ne comprend pas. Pourquoi? Sa femme le quitte et il lance des cailloux sur les forces de police. C'est un homme ordinaire, plus ou moins responsable. Il est autiste. Je suis perdue un petit peu. Commençons par expliquer les différences qui existent entre 4 professions que notre spectateur peuvent confondre. Moi aussi, parce que je mélange tous les 4. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute et psychanalyste. Ça commence par le même son, psy, effectivement, et la plupart des gens ont tendance à se demander ce qui se cache derrière ces diverses professions. Donc pour commencer, le psychiatre est un médecin, au même titre qu'un cardiologue qui va soigner le cœur. Le psychiatre fait donc des études à la faculté de médecine et obtient le titre de médecin. C'est donc une profession médicale. Le psychologue, lui, va faire ses études dans une faculté. En général, c'est la faculté de lettres qui abrite le département de psychologie. Mais le psychologue n'est pas médecin. Il en est de même pour le psychothérapeute qui va faire aussi un master de psychothérapie. Et puis enfin, le psychanalyste, la formation la meilleure, c'est d'avoir eux-mêmes expérimenté la psychanalyse avec un psychanalyste. Consulter un psychanalyste, c'est accepter et reconnaître que nous avons tous ce que l'on appelle un inconscient qui nous guide et dont on ne sait pas grand-chose. La psychanalyse va aider celui qui s'y risque à venir un petit peu éclaircir ce qui le concerne et dont il ne sait rien. Vous êtes psychanalyste. En quoi cela consiste? C'est le patient qui va, grâce à l'accompagnement du psychanalyste, trouver sa voie. C'est un accompagnement. Le psychanalyste est donc là pour écouter, bien sûr. Alors écouter sans chercher à comprendre. C'est un petit peu compliqué à saisir ce dont je veux parler, mais ce n'est pas le sens, ce que le patient raconte. On n'est pas là pour écouter une histoire et trouver du sens, la comprendre, mais pour saisir dans ce que dit le patient des petites choses, des erreurs de langage qu'on appelle les lapsus, une façon de s'exprimer, de confondre par exemple, je pense dernièrement, un monsieur qui me parlait de sa femme et à un moment, au lieu de dire « elle », donc un pronom féminin, va dire « il ». Et donc, de qui parle-t-il ? J'ai entendu dire que de nos jours, des psychothérapeutes, des psychanalystes, ils se permettent de donner des conseils. De coacher. Et plus que ça, des gens, ils prennent l'habitude de venir avoir des conseils. Tout à fait. Répondez-moi, j'ai un problème, je voudrais un recette. Voilà, et ça, je pense, c'est tout à fait. Pas correct. Le savoir est envisagé du côté du patient, bien sûr. Lorsqu'un patient vient consulter, on ne sait rien de sa vie, on ne sait rien de son désir finalement. On va l'accompagner à découvrir finalement ce qui se passe du côté de son désir. Évidemment, sans coacher, sans donner des conseils. Bon, c'est Freud qui est à l'origine de cette pratique. Lorsque le patient va faire un lapsus, c'est-à-dire va dire un mot pour un autre, ce n'est jamais par hasard. Il y a quelque chose qui vient se dire là-dedans, mais que le patient n'entend pas. Vraiment analyser. C'est ça. Et faire un petit point, poser une question. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas tellement par des questions, c'est ce qu'on appelle plutôt des scansions. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la patiente s'embarque dans des dires, dans un discours, on va l'arrêter quand quelque chose est important. Quand elle vient d'énoncer quelque chose d'important, mais qu'elle n'en a pas conscience. Il n'y a pas de problème spécifique aux hommes ou aux femmes. En fait, encore une fois, il y a la singularité de chaque personne. Par exemple, un monsieur qui vient me voir parce que sa femme le quitte. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi sa femme le quitte. Et en fait, il vient dans l'espoir que je l'aide à trouver une recette, une solution pour la garder.
il a quand même pu s'interroger sur ce qui s'était passé dans son couple et il a pu identifier certaines raisons du coup qui poussaient sa femme à le quitter. Et encore une fois, c'était du côté de la mauvaise humeur, de la violence, d'une quand même addiction à l'alcool. Il n'a pas du tout compris pourquoi. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ça faisait énigme pour lui, ça lui a permis d'éclaircir, d'avoir le courage aussi de son côté, d'interroger quelle personne, quel homme il avait été dans ce couple-là. J'ai une question simple. Comment on peut trouver un bon psychanalyste, un bon psychothérapeute? Il s'agit d'une rencontre entre deux personnes et ça marche ou pas. Il faut se sentir bien, en confiance, pour pouvoir dire des choses qui concernent quand même son intimité. Quand je cherche quelques spécialistes, je commence avec parcours, formation. Et puis l'expérience, c'est très important pour Bien moi sûr. aussi. Oui. D'une part, il faut faire attention effectivement au cursus. Il faut se renseigner aussi sur l'appartenance à une société, une école de psychanalyse ou pas. C'est quand même une garantie que le thérapeute poursuit ses recherches. Il est vrai qu'un spécialiste de votre métier peut non seulement savoir accompagner ses patients, mais aussi écrire pour faire connaître votre pratique. Et c'est vous qui écrivez un livre, Chouchou mal aimé. Oui, avec ma collègue journaliste Catherine Siguret. Racontez-nous un petit peu votre livre. Plein de choses sont déjà dites dans le titre, donc Chouchou mal aimé, libérez-vous du regard familial. En fait, dans ce livre, on a traité du rapport parent-enfant et de l'éventuelle désignation d'un enfant comme chouchou, ou peut-être aussi d'un enfant qui se sent mal aimé. Cela veut dire aussi que la position de chouchou, elle peut être aussi imaginaire. Il y a des enfants qui se disent chouchou alors que finalement, il n'y a aucun signe qui manifeste cette préférence de la part des parents. Et mal aimé, il en va de même. Dans ce livre, on a voulu traiter des rapports entre les parents, les enfants, des rapports entre les enfants dans une fratrie et essayer d'explorer, mais toujours à partir de cas singuliers. Parce que la psychanalyse s'intéresse à telle personne et considère qu'il n'est pas possible de généraliser ce qui se passe pour telle personne auprès d'une autre. On accompagne un patient, c'est toujours avec sa singularité. Il n'y a pas de recette généraliste. On reçoit un patient, c'est ce patient-là qu'on va accompagner, et de manière tout à fait singulière. Le patient qu'on va recevoir après dans son cabinet, il ne va pas se passer du tout la même chose. C'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce livre à travers d'ailleurs de multiples exemples. Ce livre-là, c'est plutôt pour un grand public ou pour les professionnels comme vous? Dans ce livre, on a essayé de faire un effort pour essayer qu'il soit accessible à tout public. Il m'arrive d'écrire pour des revues spécialisées, des articles dans le web, pour le web, etc., qui sont plutôt destinés à des collègues. Là, c'est vraiment pour transmettre comment la psychanalyse opère auprès des patients, qu'est-ce que l'on peut attendre de la psychanalyse et comment la psychanalyse peut aider à aller explorer ce qui se passe du côté des manifestations inconscientes qui pourtant nous gouvernent et dont on ne sait rien. C'est ça le livre. J'ai vu plusieurs exemples ici. Et vous parlez des gens ordinaires et aussi vous avez touché des personnages assez célèbres. On a pris l'exemple de la famille Hallyday, et puis il y a par exemple un joueur de tennis, des écrivains. Je crois aussi que c'était une volonté de montrer que la psychanalyse peut s'adresser à tout le monde. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Je pourrais parler d'un petit garçon que j'ai reçu, qui m'est amené par sa maman, parce que, me dit-elle, il est autiste. Je me rends rapidement compte que cet enfant n'a aucun trait autistique, malgré le fait qu'il ne parle pas. Il cherche à entrer en contact avec moi et donc, au fur et à mesure de la prise en charge, je vais m'apercevoir que c'est la souffrance de la maman qui l'a amené à nommer cet enfant autiste. C'est si sensible. On en parle aussi dans le livre. Il y a l'enfant idéal. Celui que tout couple, toute personne espère. Je connais tout, oui. Voilà. Et puis il y a l'enfant qui arrive
et qui en fait ne peut pas correspondre à cet idéal attendu. L'enfant va grandir entouré d'adultes plus ou moins responsables, plus ou moins solides, plus ou moins consistants, qu'il va se passer un tas de choses pour cet enfant qui vont quand même façonner son histoire et sa façon d'être au monde. Vous avez aussi touché quelques personnes célèbres, comme Johnny Hallyday, c'est ça? En fait, dans le cas, dans l'affaire familiale Johnny Hallyday, ce que l'on voulait faire entendre, c'est que souvent, les gens mesurent la quantité d'amour à la quantité de biens matériels qu'ils vont recevoir d'un père ou d'une mère. Voilà, parmi les exemples que l'on donne, on voit bien qu'effectivement, certains parents se servent, entre guillemets, de ce moment de la distribution de leurs biens, de leur argent, pour régler des comptes avec leurs enfants. Et donc, devant le notaire, souvent, il y a des drames, il y a des psychodrames. Pourriez-vous partager des exemples de votre séance? Oui, de toute façon. Parce qu'on change évidemment bien sûr. Les noms, les bien sûr. âges. Alors, on le fait fréquemment, soit en les écrivant, soit en témoignant lors de colloques ou de conférences, de ce qu'on appelle de vignettes cliniques, de cas cliniques, d'exemples, comme vous dites, ce qui permet de transmettre quelque chose effectivement de notre pratique. Alors bien évidemment, nous sommes liés au secret et donc on ne va pas divulguer ni le nom des gens, ni leur profession, ni leur lieu d'habitation. Alors là, ce qui me vient en tête peut-être, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient me consulter. Maintenant, cela fait 4 ans, parce qu'au départ, elle avait des soucis avec sa belle famille. En tout cas, c'est ce qu'elle disait, avec sa belle-mère. Au fur et à mesure de l'accompagnement, il s'est révélé que ce n'était pas la belle-mère, mais c'était plutôt son compagnon, avec lequel on peut dire qu'elle avait un souci. C'était un homme violent qui a eu des soucis avec la police. Comme exemple, je peux donner, il est arrêté sur la route pour excès de vitesse. Il sort de sa voiture et il lance des cailloux sur les forces de police. Mais chez cette jeune femme, c'était des faits qui étaient minimisés, qui finalement ne voulaient pas voir ce qui se passait, mais en souffraient. Ce qui est venu un petit peu à sa conscience, c'est qu'elle avait eu un père violent et au fond, la violence faisait partie de sa vie. Il y avait quelque chose qui se répétait de ce côté-là, qu'elle a identifié, et donc là, elle a décidé de se séparer de cet homme. Je dois préciser quand même qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas à l'orienter, à aucun moment lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse ou pas. C'est toujours le patient qui décide. Anne-Marie, quel est votre parcours, votre expérience? Alors, dans la psychanalyse, moi, j'ai commencé personnellement une psychanalyse, j'avais une 20aine d'années. Donc, j'ai un parcours avec la psychanalyse, avec des interruptions, mais ça fait plus de 25 ans maintenant que je vais voir chaque semaine un psychanalyste. Alors, pour mon analyse personnelle, et puis aussi, je vais voir un psychanalyste contrôleur, on appelle cela ainsi, pour lui parler des patients que j'accompagne. Le contrôle est très important parce qu'on ne peut pas comme ça posséder un savoir et travailler tout seul, etc. Et ça fait partie aussi des choses essentielles pour un psychanalyste, de continuer à être au travail, de continuer à travailler les textes, de continuer à aller en contrôle. D'ailleurs, une célèbre phrase de Lacan qui dit « Gardez-vous de comprendre ». En fait, à partir du moment où on a tout compris, il vaut mieux faire autre chose. Vous ne touchez pas seulement aux relations familiales. Vous pouvez aussi aider à votre patient à avancer professionnellement. Il n'y a pas de grille de consultation, c'est-à-dire que la personne se présente et vient elle-même énoncer ce qu'elle a à dire, ce dont elle souffre, son questionnement. Ce peut être une souffrance dans la famille, au niveau professionnel. Tout est connecté parfois. Mais voilà, tout est connecté toujours. C'est-à-dire que la façon d'être au travail ou dans son couple ou avec ses voisins, etc., ça ramène toujours à la singularité de cette personne et sa façon
de faire, d'agir, de parler. Vous avez des exemples comment votre patient vraiment avancé après vos séances? Par exemple, professionnellement, je voulais dire. D'accord. Alors, professionnellement, par exemple, moi je pense à un patient qui, au départ, consulte parce que il doit racheter des parts dans une société dont il est actionnaire, mais c'est un tout petit actionnaire dans cette société, et donc il ambitionne de racheter les parts de la société et que cette société soit mise à son nom, etc. Et il n'y parvient pas parce qu'il met des affects qui n'ont rien à voir avec son évolution professionnelle. Ce sont des affects qui ont à voir avec sa famille, avec son histoire, mais finalement il les répète dans le milieu professionnel. Quelle est votre recommandation de films ou de livres fiction qu'on peut lire, voir en pensant de psychanalyse? Il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié puisque l'on parle de cinéma, un livre qui a écrit une psychanalyste qui s'appelle Clotilde Le Guil, et son livre s'appelle Les Amoureuses. Et en fait, dans ce livre, elle va commenter ce qu'elle a perçu dans différents films, et notamment des films de David Lynch, comme Virgin Suicide, Mulholland Drive, qui sont des films aussi à voir, moi, je pense. Et le livre de Clotilde Le Guil donc, vient éclairer ce qui se passe dans les films de David Lynch. Et puis, plus récemment, il y a une série qui s'appelle En thérapie, et qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une série dans laquelle on voit un psychanalyste dans son cabinet qui reçoit des patients, qui va en contrôle justement. C'est romancé, hein, bien sûr, mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que quand même ça donne une approche de comment un psychanalyste opère. Et maintenant, je vous propose un petit questionnaire basé sur un questionnaire de Marcel Proust et sur ma curiosité personnelle. D'accord. Oui. Quelle est votre saison préférée? L'été. Quelle qualité préférez-vous chez un homme? Sa bienveillance. Chez une femme? Je dirais la même chose. Quel est le principal trait de votre caractère? J'ai de la suite dans les idées. Quel serait votre plus grand malheur? Je préfère pas l'envisager. Et votre rêve de bonheur? J'ai pas vraiment de rêve de bonheur en fait. Moi, je préfère parler de petits bonheurs au quotidien ou voilà. Et le bonheur, moi, je pense que ça se construit. Quelle application mobile utilisez-vous le plus souvent? J'utilise beaucoup Google pour aller chercher des informations. Oui, comme tout le monde. Quelle est votre chaîne de télévision préférée? Arte. Quel psychanalyste célèbre auriez-vous souhaité rencontrer aujourd'hui? J'aurais souhaité rencontrer Jacques Lacan. J'ai beaucoup travaillé avec sa fille, Judith Miller. Ça a été une rencontre précieuse et exceptionnelle. Vous considérez-vous comme une personne libre? Libre, justement, ce qu'enseigne la psychanalyse, c'est que on est gouverné par notre inconscient, et donc voilà, c'est l'inconscient qui nous mène par le bout du nez. Alors après, oui, être libre, tout dépend de la définition que l'on en donne de cette liberté. En tout cas, j'essaie d'avancer au mieux. C'est plutôt oui ou non? Dans la mesure où je fais des choix dans ma vie que j'assume, en sachant très bien que ma liberté a des limites. Et maintenant, je vous propose un petit concours qui consiste à répondre à la question d'Anne-Marie. Oui. Vous avez préparé une petite question pour notre spectateur. En répondant à cette question, vous pouvez avoir ce livre. Pour cela, inscrivez-vous à notre chaîne, renseignez vos réponses dans les commentaires. On choisira une réponse la plus exacte, n'est-ce pas? Et puis, on vous enverra le livre. Anne-Marie, posez votre question, c'est à vous. La question est la suivante. Est-ce qu'un psychothérapeute a la possibilité de prescrire des médicaments? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'était Anne-Marie Siaudry. Merci. Merci à vous.